Briser la surprise tout de suite que tu rejoins Penser c'est chouette. Absolument, j'en suis ravi. On s'est dit qu'il valait mieux unir nos forces. J'ai fait beaucoup de rencontres bénéfiques, dont des invités que je ferai venir d'ailleurs dans cette chaîne que je vais co-animer avec toi. Donc c'est une expérience globalement bénéfique, par moments stressante quand même. Parfois on se fait attaquer, parfois c'est un peu tendu. Tout ce qu'on fait sur Penser c'est chouette, c'est d'essayer de défendre au maximum l'honnêteté intellectuelle. Tu vois, les journalistes parfois ils m'embêtent un peu parce qu'ils ont cette attitude de surplomb, comme quoi ils sont très, ils ont pas de biais, ils sont très objectifs. Je trouve que c'est malhonnête. En étant aussi très prudent à ne pas promettre monts et merveilles avec la décroissance. Alors ce n'est pas ce que je fais, je serais vraiment prudent là-dessus. Salut Cyrus, comment ça va? Salut Théodore, très bien, et toi? Ça va au top, je suis content de commencer 2026 avec toi. Ouais, de même. Parce qu'il faut, on va dire aux gens tout de suite, on va briser la surprise tout de suite que tu rejoins Penser c'est chouette. Absolument, j'en suis ravi. En cette année qui commence sur les chapeaux de roue, on s'est dit qu'il valait mieux unir nos forces. Tout à fait, ouais. Le monde est de plus en plus complexe et a besoin qu'on unisse nos forces pour dénouer cette complexité. Ouais. Donc on va te présenter. T'as tenu pendant longtemps une chaîne qui s'appelle Plan B, et des profils LinkedIn et Facebook sur lesquels tu décryptes l'actualité. D'abord, t'as commencé avec un prisme très écolo. Oui, écolo et par moments effondriste. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, vers 2019 ou 2020, où j'avais commencé à la fois sur LinkedIn et sur Facebook, alors deux plateformes avec des profils d'internautes assez différents. Quasiment tous les jours à effectivement décrypter, alors souvent des données, des graphiques. Je passais beaucoup de temps à fouiller sur Internet, à surfer sur Google Images, sur Our World in Data, sur des rapports. Et quand je tombe sur un graphique qui parle du monde qui nous entoure, qui permet de décrypter, d'envoyer un message, tiens, je vais le partager et le commenter. Et ce, à raison de, je pense, 5 ou 6 publications par semaine depuis 6 ans. Ouais, mais je vais mettre les liens de tes profils LinkedIn ou Facebook pour ceux qui y restent dans la description, parce que moi c'est une de mes sources d'informations préférées depuis que je les ai connues, donc depuis effectivement 6 ans, parce que justement il y a beaucoup de données. Ouais, il y en a beaucoup. J'apprends quelque chose, je le partage. Je lis des commentaires des gens. Je pose des questions aux communautés parce qu'on a aussi des profils très intéressants qui ont des retours d'expérience à partager qu'on ne retrouvera pas dans la presse puisque c'est des anonymes mais qui ont une compétence, des expériences. J'ai pu rencontrer des agronomes, des hydrologues, des spécialistes dans le domaine de la pharmaceutique. J'ai fait beaucoup de rencontres bénéfiques, dont des invités que je ferai venir d'ailleurs dans cette chaîne que je vais co-animer avec toi. Donc c'est une expérience globalement bénéfique, par moments stressante quand même. Parfois on se fait attaquer, parfois c'est un peu tendu, et puis parfois j'ai des posts un peu... moi-même je suis un peu en colère de la marche du monde, des injustices, etc. Mais j'ai trouvé dans ta chaîne justement une sorte de sérénité nécessaire et salutaire, des intervenants qui sont pas des excités, qui décryptent le monde calmement, qui reconnaissent la complexité des choses, qui ne cèdent pas à la facilité, qui sont d'ailleurs assez humbles, qui proposent leur analyse mais avec une certaine ouverture d'esprit et un esprit critique, sans céder aux extrêmes de part et d'autre. Voilà. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ta démarche, dans laquelle je me reconnaissais, que je menais en partie sur Plan B, mais autant le faire ensemble plutôt que d'être atomisé chacun dans son coin. Voilà. Ouais, et t'es le premier, on va dire, à nous rejoindre en tant que journaliste, mais comme l'idée c'est effectivement d'entendre le plus de points de vue possible, de gens qui cherchent à contribuer à l'intérêt général avec leurs idées, avec leurs analyses, j'ai assez vite réalisé que je pourrais pas faire ça tout seul, d'abord par la charge de travail, mais aussi parce qu'on a chacun nos biais et qu'en fait j'avais une fâcheuse tendance à inviter des gens avec qui j'avais une certaine proximité. Tu vois, c'est plus facile en fait. Et du coup, plus on sera... Alors je dis pas qu'on va être des centaines, mais tu vois, de t'avoir toi, ça fait que tu vas inviter des gens que j'aurais jamais invités. Des scientifiques... Et comme c'est pas mon monde naturel,
mon inclinaison naturelle, je suis très content de rajouter cette dimension. Non, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose que je peux apporter à la chaîne. C'est vrai que je vais avoir un biais très limite à la croissance. Et peut-être un biais aussi décliniste. Donc typiquement quand je vois des nouvelles de type apparemment le pic pétrolier finalement c'est pas pour tout de suite, ou dans tel pays, l'Espagne par exemple, la croissance repart et tout, bon, je vais l'accueillir avec peut-être plus de scepticisme qu'une nouvelle qui irait dans mon sens. On est un peu tous comme ça, mais j'en suis conscient. Après oui, pour parler de ma sensibilité, une certaine sensibilité effectivement, alors aux limites à la croissance, donc forcément les limites imposées par les ressources naturelles, par le climat, par les pollutions des écosystèmes, et de ce fait je vais recevoir des gens, alors pas qui vont venir nous expliquer que tout va mal et que tout est foutu du tout, mais qui sont soit biologistes, hydrologues ou agronomes, sans spoiler des noms à ce stade, ou physiciens, qui vont apporter des théories et de la pratique sur ces questions-là et de la vulgarisation scientifique. Après, c'est vrai que les écologistes, et aussi dans une certaine mesure les décroissants, bon, c'est pas toujours la même chose, mais vont être particulièrement sensibles aux questions de ressources naturelles et plus généralement aux questions environnementales, climat, biodiversité, eau, bois, poissons. Et ce sont des limites réelles à la croissance, dont certaines se manifestent déjà. C'est-à-dire, c'est pas à demain. C'est un problème comme celui de l'eau dans un pays comme l'Iran, c'est déjà une limite à la croissance. C'est-à-dire, on peut pas faire plus. Et je parle étant d'origine iranienne et étant sensible à la situation là-bas. Donc c'est sûr, on va parler de ressources naturelles, mais pas que. Il y a des limites imposées par l'espace, tout simplement. Des régions déjà très densément peuplées, ce qu'elles peuvent encore plus s'urbaniser. Enfin, s'urbaniser où il faut quand même maintenir un minimum de forêts, de terres agricoles. Enfin, l'espace n'est pas infini. Il y a des limites de temps. Voilà, il y a 24 heures dans une journée. Bon, même si on se prive de sommeil, même si on se prive d'aller se promener dehors par pur plaisir et qu'on consacre un maximum de notre temps à des activités de production et de consommation, à des activités marchandes, même ça a des limites. Le temps n'est pas extensible à l'infini, quoi. Il y a des limites en termes de complexité. Alors ça, j'ai dans ma chaîne fait une interview avec Joseph Tinter, on pourra partager le lien, et qui a écrit l'effondrement des sociétés complexes, juste comme ça, il y a 30 ans, mais le livre est toujours pertinent. C'est vrai qu'il y a une limite sur le degré de complexité qu'une société peut gérer. Je veux dire, toujours plus de complexification, ça nécessite du temps, des ressources, de l'attention humaine, des institutions, enfin tout ça consomme. Bon. Et puis enfin, il y a des limites aux capacités humaines, tout simplement. L'attention qu'on a de disponible. À un moment, on peut scroller, toujours acheter plus de trucs sur les réseaux, mais à un moment, notre attention aussi a ses limites. On a des limites cognitives, physiques, on a des limites à notre intelligence, à notre capacité à innover. Dans tout ce que je viens de dire, je ne sais pas exactement ce qui... Alors, des limites en humain, tout simplement. Alors, une des interviews qui m'a le plus marqué dans ta chaîne, c'est celle avec Maxime Sbailly sur la dénatalité. C'est notre banger. Tout à fait, c'est votre banger. Et bravo, d'être très très pertinent. Beaucoup d'autres interviews qui étaient pertinentes, mais dont celle-ci. Alors, quand il y a du chômage, on a du mal à se dire on manque d'humains. Alors peut-être, mais il y a des secteurs où on manque de main-d'œuvre, il y a des secteurs où on manque de gens suffisamment innovants. Enfin, il y a des limites humaines plus localement, même si globalement il y a un certain taux de chômage. On peut manquer d'humains, et si la dénatalité se poursuit et que la société vieillit, etc., on va manquer d'actifs. Dans certains pays, c'est déjà le cas. Ça aussi, ça impose une limite à la croissance. Sachant qu'il y a une vérité purement mathématique que quelque chose qui croît de 2% par an, ça double tous les 35 ans. Bon, et quelque chose qui croît de 3% par an, ça double tous les 24 ans. Donc, est-ce que l'économie française sera 20 fois plus grosse dans un siècle ? Personnellement, j'en doute. Donc, et pour cause, on n'est plus à ces taux de croissance-là. Donc les limites, on les a déjà. Après, ce serait complexe et je ne m'aventurerai pas à expliquer pourquoi la croissance est déjà molle en France. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de raisons. Et je me méfie des analyses disant c'est essentiellement l'énergie, c'est essentiellement le vieillissement, c'est essentiellement, trop de normes. Ça, on l'entend pas mal. C'est essentiellement... Enfin, on en entend plein de raisons. Moi, j'ai envie de dire joker, mais peut-être un petit peu de tout ça aussi. Bon. Eh ben, je te remercie d'avoir étayé à la fois ce qui est des convictions et un biais, parce qu'en fait, quand les gens ils me disent on est biaisé, mais on est
si on a des convictions, on est forcément biaisé. Et du coup, c'est limite à la croissance. On connaît des gens, toi et moi, qui sont illimitistes, et je les recevrai aussi. Mais du coup, c'est bien parce que tout ce qu'on fait sur Penser c'est chouette, c'est d'essayer de défendre au maximum l'honnêteté intellectuelle. Et c'est vachement bien que nous, tu vois, les journalistes, parfois, ils m'embêtent un peu parce qu'ils ont cette attitude de surplomb, comme quoi ils sont très, ils ont pas de biais, ils sont très objectifs. Et je trouve que c'est malhonnête. Je trouve ça beaucoup mieux quand on écoute, quand je suis dans l'audience, parce que la plupart du temps, je regarde ce genre de contenu. Je les fais pas. Et je préfère, que l'intervieweur dise, moi, je pense ça, je pars de là, quand je pose des questions, je les pose à partir de ça, c'est ça mon champ de connaissances, mes analyses, mes hypothèses, etc. Donc c'est pas mal que les gens ils sachent que toi t'es plutôt dans l'idée que la croissance ad vitam aeternam, c'est un objectif impossible à poursuivre, quoi. En étant aussi très prudent à ne pas promettre monts et merveilles avec la décroissance. Alors, ce n'est pas ce que je fais. Je serais vraiment prudent là-dessus. Les idées selon lesquelles moins de PIB, ça va faire plus de services publics, moins de pauvreté. Je connais très bien la différence entre récession et décroissance. Ça, les décroissants ne manquent jamais de le rappeler. Décroissance, ça a une certaine logique, mathématique. On a déjà dépassé les limites planétaires. Il faut décroître. On est tout à fait d'accord. J'ai pas envie de me faire des ennemis parmi les décroissants, du moins pas trop ennemis. Certains sont quand même un peu intolérants aussi à la moindre critique envers la décroissance. Mais non, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Attendez, vous devez quand même bien voir qu'il y a des limites à votre proposition. Un peu de pensée magique aussi, des fois. Donc je serais très prudent à promettre que il y aurait aucune contrepartie à la décroissance, quand bien même on distinguerait bien décroissance et récession. C'est-à-dire une récession, ce serait subi, une décroissance, ce serait pilotée, démocratique, etc. Donc là aussi, c'est pas mon positionnement. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est ni ça, tout va s'effondrer. Oui, je pense malheureusement qu'il y a une sorte de déclin irréversiblement engagé dans Cela étant, on peut l'amortir. On a des beaux projets à mener, de grands chantiers d'infrastructures, le réseau électrique, les infrastructures d'eau, maîtriser l'IA, c'est une nouvelle infrastructure, énorme enjeu. Ça peut nous être bénéfique, ça peut se retourner contre nous. Tu as eu l'interview de Maxime Fournès. Très intéressante, avec des biais très catastrophistes quand même. Il négligeait, je trouve, la possibilité que ça se passe pas trop mal quand même. Il disait en fait, s'il y a 10% de chances que ça se passe mal, c'est quand même... Alors son 10%, c'était l'extinction de l'humanité. Oui. Mais sinon, c'était quand même ça allait probablement vraiment mal se passer. Alors c'est possible, mais est-ce que ça pourrait pas aussi nous élever si c'est utilisé convenablement, si on après, justement, c'est pour ça l'idée de la chaîne, de recevoir beaucoup de gens et qui se sentent libres de partager leurs convictions et en fait, pour les gens ensuite qui décident, qui puissent comparer. Toute notre idée, c'est de vous faire confiance, à votre jugement et que vous puissiez comparer sereinement les avis des uns, les avis des autres. Tant que nos invités, l'objectif de nos invités, c'est grosso modo que ça se passe bien. Donc ils proposeront des analyses et des solutions pour que ça se passe bien. Et il faudra, en définitive, dans une démocratie, alors elle est imparfaite, mais dans une démocratie, l'idée que ce soit à nous de trancher. Il faut trancher, et donc c'est à cet exercice qu'on essaye de se plier, c'est-à-dire prendre des analyses qui sont contradictoires et nous, chacun d'entre nous, trancher pour nous-mêmes. Moi, par exemple, je suis moins convaincu que Cyrus que on ne puisse pas poursuivre 1%, 2% de croissance pendant encore 10 ou 20 ans. Ou 10 ou 20 ans peut-être, oui. Voilà. Ouais. Je pense, comme le disait Christophe Rameau sur cette chaîne, il y a tellement encore de besoins insatisfaits dans la population que on peut y aller. Tant qu'on vit pas tous dans des 120 mètres carrés avec du chauffage l'hiver, de la clim l'été, des voitures électriques, un vélo électrique, qu'on refait nos lignes de train, on refait des centrales, tu vois, il y a encore plein de trucs à faire, donc ça peut faire de la croissance. Ouais, l'État pourrait lancer de grands projets d'infrastructure. Alors à nous, le problème avec
faire encore de la croissance ou même 2%, on part déjà d'une base quand même sacrément large. Donc quand on n'avait rien à faire 2-3% de croissance, même à l'époque des 30 Glorieuses, on était sur des taux à 5-6%. Oui, forcément, en plus. Il y avait la reconstruction d'après-guerre, il y avait plein d'infrastructures à bâtir. Là, on parle d'ajustement un peu à la marge. Disons un système où c'est surtout le consumérisme qui prolonge un peu la croissance. Alors, j'aime pas, mais d'ailleurs, le consumérisme est quelque chose d'assez décrié, même par certains adeptes de la croissance qui disent non, mais nous, on propose une croissance plus noble, plus souveraine, ce sera du made in France, etc. Bon, et tout ce consumérisme un peu frivole et superficiel, on est au-dessus de tout ça. Bon, je sais pas, toujours est-il, pour l'instant, c'est ça qui tient encore le système. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en décrue totale. Et alors, ça me fait pas plaisir, mais c'est du coup avec ça aussi qu'on finance encore les services publics, qu'on arrive encore à emprunter, parce que le jour où on n'est plus à 1% de croissance comme actuellement, mais à moins 0,5, moins 1, enfin, qui va prêter à la France pour qu'on continue notre fuite en avant sur les retraites, tout notre système quand même. Voilà. Bah ouais, mais pas que les retraites. C'est aussi pour ça, c'est qu'en fait, un autre truc, en tout cas que moi, des gens que je vais recevoir aussi sur cette chaîne, que j'ai commencé à recevoir, mais que je vais recevoir, c'est-à-dire que je fais un peu, il y a des gens qui sont techniciens, tu vois, qui proposent des trucs à faire dès aujourd'hui, des réformes, des machins pour que ça se passe le mieux possible. En général, c'est des gens qui pensent compromis, qui pensent technique, faisabilité. Et puis, il y a des gens qui sont plus idéologues, mais au sens propre du terme. Tu vois, par exemple, j'ai reçu Clément Sénéchal, la vidéo est pas encore sortie, mais qui pense que, qui défend l'idée que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, et que il faut faire tomber le capitalisme, il faut collectiviser les moyens de production. Et sur cette chaîne, on recevra aussi des gens qui ont des idées. En tout cas, moi, je recevrai. C'est l'intérêt de qu'on soit plusieurs, c'est que justement, on s'ouvre à plus d'invités possibles selon nos sensibilités. Mais moi, la sensibilité anticapitaliste m'intéresse. Tu vois, intellectuellement, des gens qui essayent de penser le post-capitalisme ou le renversement du capitalisme, ça m'intéresse. Et je leur dis tout de suite, à chaque fois que je les reçois, que moi, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de leur plan. Mais ça m'intéresse. Tout à fait. Alors, un travers de ça, c'est une fois que, pour faire très simple, à grands traits, mais que le centre a du mal à faire rêver avec le néolibéralisme, je la fais très simple, et que la gauche a du mal à convaincre que son projet est faisable, enfin plutôt la gauche anticapitaliste, je parle, où effectivement beaucoup de gens trouvent ça intéressant, mais quelle est la probabilité que ça aboutisse? C'est vrai que l'option qui reste, c'est l'extrême droite. Et j'ai lu un papier assez intéressant de Mediapart sur ce sujet. C'est effectivement, une fois qu'à gauche, la social-démocratie, donc la partie plutôt pragmatique, réalisable, fournit ce qu'elle pouvait et semble être arrivée au bout de ce qu'elle pouvait promettre. Et que la gauche anticapitaliste, alors certes, ça peut intéresser, mais les gens ont un peu l'impression que c'est théorique et ça n'adviendra pas. Voilà. Ça peut expliquer la montée de l'extrême droite aussi. Cela étant, Clément Sénéchal, très intéressant. D'ailleurs, sa critique de mouvements comme Greenpeace ou même de mouvements écologistes qui sont maintenant, très habités par des technocrates ou des gens entre guillemets du système, du mainstream. Mais je me sens en partie visé parce que je suis pas. Est-ce que je suis anti-système ou pas? J'ai fait des virages et des va-et-vient entre anti-système et faisons ce qui est possible dans le système, quoi. Mais ce que Clément Sénéchal, je pense, n'aimera pas. Non, ceux qui se sont vendus au système en disant essayons tant bien que mal de faire quelque chose au sein du système et de non. Et pour lui, de ce que j'ai compris, il faut une révolte, une révolution. J'aime beaucoup. Il a un mot que j'aime beaucoup et qu'on peut réutiliser. Et c'est le banderolisme. C'est-à-dire qu'il critique sa critique de Greenpeace, c'est que leur action militante, c'est du banderolisme. C'est-à-dire, ça consiste à mettre une banderole et à faire une photo. Ce qui, tu vois, a ses limites en termes d'effectivité. Il analyse les profils de Greenpeace avant et voilà les nouveaux profils qu'il recrute. Donc effectivement des gens entre guillemets du système, des grandes écoles, de tout ça, qui vont réussir à concilier une lutte light avec les tenants du système. Alors après, cette forme d'écologie, mine de rien, c'est d'elle dont viennent énormément de normes à échelle européenne, à échelle française, qui maintenant encadrent
l'activité économique. Alors, il y a un backlash il y a trop de normes en France, dont des normes écologiques. Si ces normes sont advenues, et pour certaines, je me dis, à un moment, si on veut placer une limite, par exemple, je parlais tout à l'heure d'espace, des limites à l'étalement urbain, un truc comme le zéro artificialisation nette, si ce genre de normes a été rendu possible, c'est bien parce qu'il y a des écologistes qui ont qui ont pénétré le système, qui ont rédigé des amendements, des machins, qui ont placé au bon endroit au bon moment, qui ont été un peu malins pour certaines, interdire la vente de véhicules neufs à essence d'ici 2035. Enfin, je pense... Ça a été repoussé, ça. Ça a été repoussé. Mais qu'est-ce que les écolos radicaux ont à dire contre ça? C'est quand même quelque chose d'assez radical dans un temps assez court. Enfin, il y a eu quand même certaines normes où moi, j'étais en 2018-2019, même les écolos radicaux n'auraient pas imaginé certaines des normes, j'ai pas tout. Alors certes, c'est pas un renversement du système capitaliste, mais il y a eu quand même pas mal de normes et des pesticides interdits, mais il y a un backlash envers ça. Enfin, il y a pas mal de choses d'interdiction de tout. C'est pour ça, et aussi cette chaîne a vocation à pas se limiter au podcast. Le podcast, c'est plus une introduction de nouvelles personnes qui, si ça les intéresse, peuvent ensuite rejoindre des débats qu'on va lancer en live ou des débats continus. Parce que voilà, l'idée, c'est qu'on réapprenne à débattre en n'étant pas d'accord, mais sans que ce soit la foire d'empoigne. Voilà, chacun a son grain de sel à apporter et ça peut faire des conversations vraiment intéressante. Et donc, j'aimerais bien, tu vois, même s'il est déjà venu, une conversation avec Clément, toi et d'autres gens, ça peut être vraiment chouette. Ce qui m'intéresse, enfin, là où j'aime me projeter, tiens, en 2030, en 2035 et en 2040, on continue un peu de discuter ensemble, de suivre les évolutions de la situation. Je vois ça un peu comme un projet sur le long terme. C'est dire, qui aura un peu changé d'avis, évolué. Mais c'est un projet vraiment sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut nous soutenir. Vous pouvez aller donner de l'argent sur le site internet, tout nouveau site internet qui j'espère sera sorti au moment où cette vidéo sera sortie. Je sais pas, mais c'est un projet vraiment sur le long terme qui a vocation à contrer la folie qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène dynamique où il y a un manichéisme, un campisme, de l'impatience, une impatience, et qui, pour toi, pour moi, est difficile à supporter parce que nous, on aime discuter, on est curieux, et si on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Ouais. Personnellement, la frustration et l'impatience côté écologique, je la comprends aussi. Pour le faire simple, on est en train de ravager la planète et bref, et on fait pas ce qu'il faut, quoi. Donc au bout d'un moment, ça. Mais bon, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Effectivement, malheureusement, on peut pas exclure qu'à un moment il y avait aussi un emballement climatique ou alors que sais-je, l'acidification des océans qui nous fait basculer dans Mad Max. Un peu, en fait, on est en train de donner un tel coup de pied dans la planète. C'est une expérience un peu inédite dans un temps si court à tous les niveaux. C'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Bon, là, on est tranquille, on est dans un studio. On a le luxe encore de qu'est-ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Et dans certaines régions du monde, c'est déjà en train, de vraiment dériver dans des endroits inhabitables, quoi. Nonobstant ce que je viens de dire, effectivement, je me reconnais dans cette démarche. Prenons le temps. Soyons patients, écoutons-nous les uns les autres et à nouveau ma personnalité fait que je me projette, je lui dis tiens, en 2040 si je suis encore en vie, que nous dirons-nous une Vera Nikolsky aussi, j'ai beaucoup aimé Vera, salue, on la salue évidemment, que j'ai interviewé aussi sur ma chaîne et j'avais entre guillemets inventé le terme de collapsoféminisme qu'elle n'a pas rejeté, que elle l'a pas mal pris. Elle est sensible au sujet d'effondrement et la version du féminisme qu'elle portait est très ancrée dans la physique, le monde réel, l'énergie, matérialiste. C'est on va dire le progrès matériel et technique qui a amené l'émancipation des femmes. Donc, c'était très intéressant et c'est justement si ceci est remis en cause, ça remet en cause aussi le droit des femmes. D'où l'intérêt que les femmes justement s'investissent aussi dans les sciences, la technique, voire l'armée, qu'elles prennent des positions de. Donc j'ai trouvé ça un message justement un appel à l'action intéressant. Original, et c'est aussi ce genre de gens que j'essaye d'inviter qui disent qui travaillent une pensée originale en fait, et qui du coup quand ils finissent d'écrire un bouquin, il y a une nouveauté dans le débat
Et ça stimule l'imagination. Du coup, il y a un truc qui est, j'allais dire au début, je pensais à ma question, je me suis dit, il y a un truc qui est compliqué avec l'écologie, c'est qu'il y a rarement des highlights, tu vois, par exemple, l'IA, t'as la sortie de ChatGPT où d'un coup, ça change. Alors que l'écologie, c'est par petites touches, une espèce de tableau. Mais en fait, là, il se passe un truc dans l'actualité de l'écologie, un truc énorme. C'est Trump. Oh. Qui touche à toutes les actualités de tous les domaines. Mais sur l'écologie, là, j'ai vu qu'il était sorti du GIEC. Donc, je suppose que les États-Unis qui sortent du GIEC, ça fait des fonds en moins. Tout à fait. Pour le GIEC. En général, tout ce qui est financement autour du changement climatique même recule, y compris Bill Gates qui change de priorité aussi. C'est quand même paradoxal dans le sens où les États-Unis sont peut-être le pays qui est le plus contribué à la recherche sur le climat. Donc que le pays sorte du GIEC, les labos de recherche vont continuer à travailler. Pas forcément d'infos comme quoi leur retirer des financements. Après, ils sont sous pression. Le site de l'Agence de protection de l'environnement, donc l'ADEME des États-Unis, commence à mettre des choses très bizarres sur son site sur le changement climatique, carrément sorti du climato-scepticisme. Enfin, l'ambiance est pas top. Après, un autre aspect, c'est le fait que Trump, manifestement, convoite ici et là les dernières ressources pétrolières disponibles, Venezuela, Groenland, et ça, alors, c'est le concept de capitalisme de la finitude. Je ne me rappelle plus de l'auteur qui a... c'est une faute professionnelle de ma part, même si c'est pas mon métier tout ça, mais attends, on va regarder ça. Mais pour lui rendre hommage. Oui, on a, qu'est-ce que voulez-vous, on a délégué une partie de notre cognition. Mais bien sûr. les limites dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Alors, oui. Arnaud Aurin. Voilà, Arnaud Aurin. Ça va, on lui fait un peu de pub, il peut nous partager. Bien sûr, il le mérite, c'est intéressant. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. On lit son livre. Alors, cela étant, ça me conforte dans l'idée que la partie, entre guillemets, facile du pétrole, on l'a cramé. Et plus généralement, il y a beaucoup de ressources faciles, ça y est, on les a extraites et il nous reste la moitié, pour faire simple, difficile. Si on en est à aller chercher du pétrole au Venezuela, qui a un pétrole extra lourd et les chiffres de réserve qui circulent, là, 300 milliards de barils, c'est Chavez et Maduro qui ont balancé ça et c'est pas audité. Ah ouais? Bref. Ah oui, non. Non, donc même tout ce qu'on voit sur les réserves pétrolières au Venezuela, sans regard critique, rien, non, y a rien non, mais rien, absolument rien du tout. Je veux dire, c'est un chiffre magique sorti comme ça. Dans l'OPEP, ils ont un peu intérêt, alors d'ailleurs, prendre les chiffres de l'OPEP, qui est quand même un cartel de dictature monarchiste ou théocratique ou socialiste ou que sais-je, alliée à la Russie, voilà, vigilance quand même de ne pas prendre pour argent comptant. Alors certaines de ces réserves sont auditées. Pour l'Arabie Saoudite, je crois que c'est audité, même si un peu curieux les chiffres. Passons. Non, c'est pas audité, ça sort d'un peu rien. Et quand bien même, c'est un pétrole lourd, coûteux à exploiter. Si on en est allé chercher ça, le pétrole de l'Antarctique, et en Arctique, enfin dans des endroits quand même assez improbables, ou de l'offshore océanique profond, je me dis, ok, c'est que quand même, là où il y avait du pétrole facile à aller chercher, c'est et donc effectivement, on est peut-être dans cette phase où aussi la coopération internationale recule, et c'est un peu chacun pour soi, pour aller mettre la main sur les ressources. Donc ça, même si les pénuries de ressources, c'est effectivement certains écologistes, voire beaucoup, dont moi, on a peut-être exagéré l'imminence, la gravité, la vitesse à laquelle ça allait se produire. Ça mérite quand même d'étudier le fait que les ressources sont pas infinies. D'autant plus qu'on s'éloigne chaque année d'une économie dite circulaire. Le taux de circularité de l'économie, c'était de l'ordre de 9% il y a 6-7 ans. Maintenant, c'est 5%. Ah bon? Ça veut dire qu'il y a seulement 5... Au niveau mondial? Mondial, oui. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% des ressources qu'on consomme qui sont d'origine recyclée ou réutilisée. Et comment ça se fait que ça baisse, ça? Bon, déjà, les énergies fossiles, le taux de réutilisation ou de circularité, c'est 0%. On brûle et puis, parce que aussi, il y a tellement de raisons. Là-dedans, c'est des métaux toujours plus nombreux, toujours plus complexes. On va pas aller les chercher, c'est trop cher à aller chercher. Donc, la complexité de l'économie augmente. Voilà, des choses comme ça. Okay. Il y a un truc que je voulais te demander en off ou au micro, c'est pareil, parce que c'est intéressant, mais je t'ai vu sur une conversation WhatsApp dire, si je me rappelle bien, ta formulation exacte, c'est « j'ai été longtemps un défenseur du concept de pic pétrolier ». Donc,
Et c'est la formulation qui m'a interpellé parce que tu ne crois plus au concept de pic pétrolier? Bon, qu'un jour ou l'autre, on va passer par un maximum puis diminuer, c'est mathématique. Ouais. Cela étant, la grande question, c'est la durée du plateau. Si c'est 40 ans, c'est quand même pas la même chose que si c'est 1 an. Et la vitesse de la descente. Ensuite, ce que les piquistes ont négligé, je m'inclus en partie dedans, c'est la capacité à ce qu'on diminue notre demande en trouvant des alternatives. Là, maintenant, 50% des nouveaux camions vendus en Chine sont électriques. Et je parle même pas des voitures, ça c'est encore plus. C'est énorme. C'est beaucoup. Et c'est venu très vite. C'est passé de 0 à 50 très vite. On peut imaginer que ça va monter à 100, non? On peut, parce qu'ils engagent, je parlais de grands projets d'infrastructure pour les décennies à venir, alors en France comme ailleurs, et en Chine, ils sont vraiment en train de retourner toutes leurs infrastructures pour devenir un électro-État. Ça, c'est intéressant à suivre, ça va assez vite. Alors, c'est pas suffisant pour tenir nos objectifs climatiques, les plus de degrés, etc. Je suis pas naïf. Et puis, dans cette transition vers l'électrique, il y a aussi des pollutions. Enfin, voilà, il y a aussi des limites. L'électricité se fait aussi au charbon. Oui, mais alors, leur consommation de charbon pour la production d'électricité plafonne, voire diminue un petit peu. Enfin, et la consommation globale de charbon en Chine plafonne. À nouveau, j'aurais aimé que ça diminue vite. Je suis là pour apporter les faits. Je pense qu'en la matière, il faut aussi se contenter malheureusement de peu. Cela étant, ce qui est important pour en revenir au pic pétrolier, c'est que mine de rien, ça déplace des millions de barils par jour de demande. Donc ça soulage quand même et ça repousse le pic. Et des leviers comme ça, il y en a pas mal. Après, côté capacité de production, si ça tient, c'est depuis une quinzaine d'années, c'est quasi entièrement en raison de l'augmentation de la production du pétrole de schiste aux États-Unis. Et le jour où ça franchit son pic, je ne sais pas si on trouvera encore un autre relais pour continuer à produire toujours de plus en plus. Voilà, ça, j'en sais rien, mais ça, on l'a sous-estimé aussi. Parce que j'ai reçu... notre ami qui a écrit La dictature verte. Oui, Antoine Bueno. Antoine Bueno. Antoine Bueno qui à un moment parle de l'évolution durant notre entretien, parle de l'évolution des recettes, des réserves de cuivre. C'est notre short qui a le plus explosé. C'est Et il dit quoi? Il dit non mais c'est quand même vraiment, ce short a explosé sur toutes les plateformes, alors que il y en a plein d'autres shorts qui sont tout aussi intéressants, mais celui-là, il a explosé. Il dit que les réserves de cuivre prouvées en 1900, je sais plus ce qu'il dit, mais 1960, là les chiffres sont faux, mais c'est dans l'idée. Il dit qu'en 1960, on en avait pour 30 ans de cuivre et qu'en 2025, on en a encore pour 20 ans de cuivre. Parce que à chaque fois... Et donc en fait, ce qui te fait... Les technologies évoluent. Donc voilà, donc en fait, la limite du pic pétrolier n'est pas... théorique, mais elle est en termes politiques. Si le pic est repoussé pendant très longtemps, que le plateau dure longtemps, et qu'en fait ça dure tellement longtemps que on a le temps de trouver des alternatives, c'est beaucoup moins problématique que si ça fait boum. Oui, bien sûr. Et ça fait une énorme différence. Après, quand même, une donnée de l'AIE qui m'a dit, ah oui, tiens, quand même, c'est que 90% des investissements dans l'exploration production pétrolière dans le monde depuis quelque chose comme 2019, 90% de ces investissements, ça sert à non pas augmenter la demande, mais éviter qu'elle ne s'effondre. Augmenter la production, mais éviter qu'elle ne s'écroule. Ça veut dire qu'on a besoin désormais, on est dans un monde où il y a besoin d'investir énormément pour éviter que la production baisse. Et alors ça aussi, ça m'a beaucoup frappé, c'est si on arrête tout investissement, la production baisse de 8% par an. Ouais. Donc là, c'est violent. Ouais. Alors, ça ne va pas se produire, je pense, comme scénario. Mais imaginons, un concours de circonstances économiques, géopolitiques, un peu de bordel, que sais-je, qui fait que les investissements s'arrêtent. Là, ça descendrait vite. Ouais, parce que il y a cette actualité donc de l'écologie, c'est ce backlash trumpien, mais en même temps, en fait, Trump a accéléré l'histoire d'une certaine façon, et donc je vais essayer de parler beaucoup de géopolitique, moi, de recevoir des gens qui vont m'apprendre tout un tas de trucs sur la géopolitique, la Chine, la Russie, les États-Unis. On va recevoir des gens pour nous dire qu'est-ce que la France et l'Europe peuvent faire dans ce jeu à 3 qui veut pas être un jeu à 4. Et puis on va parler aussi de technologie, de macroéconomie. Les sujets sont vastes. Tout à fait.
Après, ne pas négliger qu'il y a quand même une possibilité d'alternance aux États-Unis. Alors, si après Trump c'est Vance, effectivement, on peut imaginer que les politiques actuelles se prolongent. S'il y a une alternance démocrate, ça peut être dès les midterms, là, où si les démocrates gagnent quelques sièges, ils sont majoritaires au Congrès et au Sénat, et Trump verrait soudain son pouvoir diminuer. Faut pas non plus trop négliger ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'Europe joue un peu là-dessus en se disant, attendez, calmons le fou, attendons que ça passe. Bon, il est pas hyper populaire. La majorité maintenant, notamment les classes populaires, sont déçues de son action économique parce qu'ils sont déçus. Enfin, s'il a été élu, c'est en raison du pouvoir d'achat, de la perte de pouvoir d'achat, des inégalités croissantes. Les sondages indiquent que, notamment classe moyenne et populaire, ils sont assez déçus de son bilan économique. On va voir la solidité des institutions de la démocratie américaine. Ça va être intéressant à suivre. Qu'est-ce qui se passe s'il perd? Je veux dire, est-ce que, enfin voilà, l'ours blessé, c'est le moment où l'ours est le plus dangereux, c'est quand il est blessé. Donc Trump qui perd des mi-termes, est-ce que ça signifie que il rentre tranquillement chez lui? On va voir. Alors, il a contesté les résultats de 2020 et ça a provoqué une insurrection, et puis il a gracié les insurgés. Bon, c'est surréaliste. Bon, j'aurais tendance. Effectivement, il y a des scénarios catastrophes qu'on peut imaginer. C'est pas celui sur lequel je parierais. S'il perd les élections, je crois quand même. Les institutions aux États-Unis sont quand même assez solides pour qu'il y ait une alternance. Et puis les républicains attendront leur tour au prochain coup. Je miserais plutôt sur ce scénario-là. Sur la solidité des institutions américaines, en vrai, je pense que le monde entier peut le souhaiter. Oui. Vraiment. Après qu'il y ait des points de singularité comme dans les années 30, il y a 100 ans, enfin des points dérive totale du monde, faut pas l'exclure. Après là, dans les prochaines années aux États-Unis, j'aurais tendance à croire, non, on va continuer quand même sur une certaine forme de démocratie, au minimum des élections qui assurent une certaine alternance. Si les gens sont pas contents, on basculera pas en dictature. Évidemment, je souhaite que ça, et on verra. Parfois, j'ai l'imagination catastrophiste. Oui, on peut tout imaginer. Il se passe beaucoup de choses depuis quelques années qu'on n'aurait jamais imaginé en 2019. C'est ça. Et il y a un truc qui m'intéresse, c'est le fait que les États-Unis, en ce moment, alors ça peut changer, mais font pari à mort sur les énergies fossiles. Pendant que tu as dit que la Chine s'électrifie à grande vitesse. Et donc, il y a cette partition géopolitique du monde en ce moment, entre deux géants qui n'ont pas l'air de choisir la voie de la collaboration. Et la Chine qui s'électrifie et ce qui est marrant, c'est que la Chine, qui émerge et qui, on va dire, choisit la technologie, l'énergie un peu plus futuriste. Et le géant du siècle dernier, en tout cas des 50 dernières années, qui lui choisit la technologie l'énergie précédente. Donc il y a une espèce de dynamique comme ça quand on regarde ceux qui émergent, technologie moderne, l'ancien qui parie sur la technologie qui a fait son succès. Alors il y a un aspect politique à tout ça. Il y a aussi quand même un aspect de pure compétitivité économique. D'ailleurs, alors on l'a pas dit, mais je travaille dans le domaine des énergies renouvelables dans une entreprise de développement de projets photovoltaïques, donc solaires, et de stockage par batterie, qui est une technologie qui se développe assez vite et qui repousse certaines limites inhérentes au solaire et à l'éolien. Évidemment, l'intermittence, la variabilité et le caractère aléatoire de ces énergies. Donc le stockage fournit une partie de la solution, même si je ne promets pas la lune avec ça, mais effectivement, ça permet d'espérer. C'est un triptyque éolien, solaire, stockage, notamment solaire et stockage, qui progresse extrêmement vite dans le monde. Les coûts baissent, les volumes augmentent. Et si ça s'impose, c'est de plus en plus pour des raisons purement économiques et pas tant de politique climatique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as noté un peu dans le discours ambiant, les industriels promettent de plus en plus de la souveraineté, de l'indépendance par rapport aux énergies fossiles, du pouvoir d'achat, et pas tant les objectifs climatiques qui semblent un peu hors de portée. Donc les gens ont un peu l'impression que c'est une goutte d'eau ce qu'on fait, etc. Donc ça mobilise peut-être pas tant, une certaine forme de fatalisme aussi avec le climat qui s'installe malheureusement. Et les arguments services, et à raison, c'est beaucoup des arguments économiques et industriels. Et effectivement, on peut imaginer que de plus en plus, ça s'impose pour des raisons de basses raisons économiques finalement. Alors aux États-Unis, j'ai pas les derniers chiffres en termes de ralentissement réel des énergies renouvelables, du stockage, de la voiture électrique, tout ça. Ça continue quand même de se développer. Il n'y a pas un stop net.
Et après, à un moment, je me pose quand même la question, est-ce que la logique économique va pas s'imposer? Il faut savoir que le pétrole américain de schiste, certes, pourquoi pas, mais il est quand même assez coûteux et les coûts sont orientés à la hausse. Donc, est-ce que ça restera longtemps compétitif? Bon, voilà. Et si la Chine prospère, ça fournit quand même un modèle au reste du monde pour suivre ça, ce qui pour le soft comme hard power américain, c'est pas terrible. Il serait un peu décroché, mais bon, ça c'est si la Chine donne envie au reste du monde de suivre son exemple très rapide. Mon imagination catastrophiste me conduit à me poser une question par rapport à cette opposition États-Unis-Chine et l'énergie. En cas de conflit de haute intensité, là, je sais que c'est pas ta spécialité, mais c'est une question sur l'énergie. Le besoin de pétrole est énorme. Je veux dire, avoir du pétrole en quantité supérieure à ton adversaire reste aujourd'hui, en cas de conflit, un avantage majeur. Je veux dire, pour tout ce qui est les avions, les bateaux, tout ça, ça tourne encore au pétrole. Alors après, la part de des armées dans la consommation mondiale de pétrole, ça reste quand même minoritaire. C'est pas négligeable. Même en cas de conflit. Alors, je sais pas, il y a beaucoup plus d'avions civils que d'avions militaires, beaucoup plus de voitures et de camions que de tanks. Ouais. Alors bon, intuitivement, les ordres de grandeur, c'est un facteur, je sais pas, 50, 100. Et puis après, on peut toujours rationner les usages non militaires, ça s'est fait par le passé. Je sais pas si la Chine sera vraiment limitée par un accès au pétrole, parce qu'elle en a quand même. Alors attention, ça devient un électro-État, ils vont pas se passer de pétrole totalement non plus. Pour l'aviation, il continue d'en avoir besoin. Pour le transport maritime, alors les camions, certes, ça s'électrifie, mais bon bref. Pour la pétrochimie. La pétrochimie qui est d'ailleurs un usage croissant, hein, donc ce qu'on économise sur l'électrification des transports, on le perd un peu sur quand même la croissance de la pétrochimie. Donc c'est pour ça que je suis pas venu vendredi rêve non plus. Donc non, la Chine va pas se couper de son accès au pétrole. Ça c'est à peu près. Elle va quand même se maintenir une lifeline. Voilà. Donc ça restera effectivement un approvisionnement stratégique, mais pas le seul. Hein. Il y aura, je sais pas, les microprocesseurs, plein d'approvisionnements stratégiques. Le pétrole en fait toujours partie aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais ce sera pas, je pense, un avantage compétitif des États-Unis. Ok, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que, en fait, je pensais à la Deuxième Guerre mondiale, mais les installations étaient tellement sommaires que c'était fragile. L'Allemagne, les approvisionnements étaient fragiles, mais c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup du pétrole. L'Allemagne a fini avec de la technologie de liquéfaction du charbon pour pouvoir continuer à avoir des carburants liquides dans ses avions. Donc là aujourd'hui, je pense pas ce serait pas la première limite qu'atteindrait l'armée chinoise face à les microprocesseurs. C'est intéressant parce que ça, pour le coup, ça peut aller vite. Ça peut aller. Énorme sujet. Alors, je sais pas quel est le degré de souveraineté de part et d'autre. Alors l'Europe en a aucune, et je sais pas si les États-Unis décident de couper nos services numériques. Je pense que certains de nos services, type gendarmerie ou quoi, ont peut-être des clouds souverains, mais et encore, on pourrait, mais je crois qu'on ne s'est même pas organisé de cette façon. Non. À vérifier, mais il y a du matériel américain, des routeurs, Je sais que j'ai envie. Il y a une association. Il y a Tariq Krim, je sais pas si tu suis sur LinkedIn. Il parle souveraine. Je crois que il a une newsletter qui s'appelle Souveraine Tech et je crois qu'il est à la pointe sur ces sujets-là de souveraineté technologique. Ce qui est intéressant, si un intervenant pouvait maintenant ça me parvient, mais s'il y a qui a plus de leviers numériques entre la Chine et les États-Unis sur l'autre. Les États-Unis peuvent nous couper notre accès à Google ou que sais-je. Donc les Chinois, ils ont tous les microprocesseurs qui sont à Taïwan. Ouais. Enfin, tu vois, en gros, Taïwan a pendant un temps produit une énorme partie de la production de microprocesseurs dans le monde et il y a tout un jeu du coup un jeu de dupe et les États-Unis obligent Taïwan maintenant à produire une partie, obligent les grosses boîtes taïwanaises à produire une partie sur leur sol justement pour être indépendants au cas où ils perdraient Taïwan. Et on peut imaginer que dans la tête de Trump, moi, ce dont j'ai l'impression, un peu ce que j'entends de la part de certains géopolitologues, c'est que les États-Unis ont abandonné l'idée d'avoir un empire mondial et d'être le gendarme du monde et ont accepté une idée de partition du monde entre eux et la Chine et peut-être la Russie et du coup ont un peu accepté l'idée que Taïwan retombe dans le giron de la Chine d'une manière ou d'une autre dans les décennies à venir et qui sont
ils s'organisent pour que ça ne leur coûte pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils aient les microprocesseurs chez eux et qu'ils soient en sécurité à ce niveau-là, parce que c'est vrai que pour les gens qui savent pas, parce que c'est pas évident. Au début, on entend microprocesseur, on comprend pas forcément ce que c'est, mais en fait, il y en a dans toutes les machines. Toutes les machines tournent avec des microprocesseurs. Donc, quand on dit que Taïwan avait 80-90% de la production de microprocesseurs de pointe, c'est-à-dire que toutes les machines de pointe tournaient avec une production taïwanaise. Une chose quand même, pour revenir sur le pétrole, faut surtout pas croire en Europe, bon, ça va, bon, les piquistes, catastrophistes se sont trompés, etc. Bon, finalement, elle est tranquille. Bon, non, la situation est quand même préoccupante. Alors déjà, il y a pétrole et il y a gaz. On est souverain et sur aucun des deux. On est quasi 100% dépendant sur les deux en Europe. Sur le gaz, la production de la mer du Nord chute depuis le milieu des années 2000. Donc ça, la géologie qui atteint ses limites. La géopolitique atteint ses limites avec le petit différent qu'on a avec la Russie. Donc ça aussi, ça nous a été coupé. Donc ça, c'est quand même déjà deux gros chocs qui se sont imposés à nous. Ensuite, nos fournisseurs de pétrole, oui, pour l'instant, ils fournissent, mais à mesure que chacun atteint son pic de production, ils vont le garder pour eux. Un exemple que Jean Covici cite beaucoup, le Mexique produisait et exportait beaucoup de pétrole. Depuis qu'ils ont atteint leur pic de production, ça existe, donc localement, ils n'exportent plus rien, ils gardent tout pour eux. Et nous, l'Europe, dans tout ça, on a vraiment tout intérêt à préparer notre indépendance par rapport à ça. Et aussi, on a notre on a notre rôle à jouer avec la Chine pour maintenir des prix les plus bas possibles, pour ne pas enrichir nos adversaires. Russie et désormais Trump, enfin les États-Unis plutôt, qui est maintenant, est-ce que c'est vraiment un allié ou un adversaire? Donc là, d'ailleurs, le contexte est plutôt favorable, les prix sont bas, ce qui veut dire qu'on a le contrôle de la situation. On peut choisir, les prix sont bas, donc on peut choisir de le taxer plutôt que de subir des prix élevés et de favoriser une sortie du pétrole. Et en plus, ça appauvrit ou ça réduit les capacités de financement de la guerre de la Russie. On a tout intérêt, et nous et la Chine, à nous passer de pétrole pour que les prix restent bas et qu'il n'y ait pas de tension où les prix exploseraient, on enrichirait les producteurs et on appauvrirait nos ménages et on n'aurait plus aucun moyen de contrôler la situation. Donc vraiment, il faut maintenir le cap là-dessus. Voilà. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, qu'on a donc Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, sont une limite à la résolution démocratique de nos problèmes énergétiques, géopolitiques? Bon, vaste question, où je pense que je vais avoir un regard peut-être un peu banal, mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, qui sèment de la confusion, y compris dans mon esprit, à moi. Je suis pas totalement hermétique non plus à ça, je suis pas parfait, et donc ça c'est aussi du temps de perdu. Le scrolling en général, on tombe sur beaucoup de choses pas forcément utiles. Beaucoup de phrases à l'emporte-pièce. Les réseaux sociaux, parfois, souvent il y a des posts quand même un peu argumentés, tout ça, mais après en commentaire déjà moins. Et puis il y a beaucoup de posts, pareil, un peu à l'emporte-pièce. Les émotions qui dominent et qui nourrissent les algorithmes, c'est surtout la colère, la frustration et pas tant l'esprit constructif. Voilà. Alors il y en a, je pense que ça peut être quand même des outils où on peut diffuser de l'information facilement. Moi, je me nourris aussi beaucoup de ça, des infographies, bien sûr. On s'est rencontrés, des choses utiles. Carrément. Non mais t'as tout à fait raison, c'est un lieu de rencontre de gens qui partagent les mêmes passions. C'est aussi un moyen assez le contenu de qualité peut aussi quand même être favorisé. On sait que il y a des décideurs politiques, économiques qui sont eux aussi sur les réseaux sociaux, qui tombent sur des posts qui peuvent aussi les faire flancher. Ils recherchent aussi de la qualité et je pense que c'est aussi un moyen de tirer son épingle du jeu. J'ai moi-même trouvé cet intérêt sur LinkedIn à me dire un ministre peut tomber dessus et se dire tiens, c'est intéressant ça. Donc ne pas négliger le fait que ça peut être aussi une manière pour le quidam moyen que je suis de remonter de l'info. Alors après, c'est à double tranchant. Un Elon Musk et un Donald Trump se sont fait beaucoup influencer par des fous. Et quand je dis des fous, c'est pas juste dire extrême droite à l'emporte-pièce, c'est-à-dire des gens qui ont ouvertement des propos suprémacistes ou sexistes, des fous. Et donc eux aussi ont leur influence jusqu'au sommet. Parce que ça, c'est mon biais à moi.
je pense que on évoque tous les problèmes auxquels on est confronté, ce qui est normal dans la vie de n'importe quelle unité, donc la vie d'un pays. On est confronté à des problèmes, il faut trouver des solutions. Et mon tropisme va à la souveraineté populaire, c'est-à-dire que mon idée, c'est que plus il y a de souveraineté populaire, mieux c'est. C'est-à-dire que ce soit les gens qui décident pour eux-mêmes. Donc à l'échelle d'une nation ou même de l'Union européenne, il faut que ce soit les gens qui décident et que ce soit pas l'exécutif qui gouverne par règlement et que les gens, il y ait des nouvelles lois qui se prennent, des nouvelles règles, sans que les gens, par le biais de leurs représentants ou par la voie de la démocratie directe, interviennent. Parce que ça déconnecte en fait les gens de la réalité de c'est cette loi qui produit ça, on fait ça pour ça, et que au contraire, il faudrait qu'on soit le plus concerné possible pour comprendre les enjeux, les difficultés, les compromis, et pour que fonctionne le mieux possible le contrat social, en fait, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on se restreint, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'argent pour ça, parce qu'on en met là-dedans, combien d'argent on a disponible. Donc c'est vraiment ce à quoi je crois profondément, ce pourquoi j'ai commencé Penser c'est chouette, et c'est mon biais premier, on va dire, c'est que tout ce qui ne va pas dans ce sens-là me laisse sceptique. Tu vois, tout ce qui est actes gouvernementaux, toute la Commission européenne qui est en roue libre, par exemple. C'est-à-dire que je suis pas anti-européen, je suis anti-Commission européenne qui décide toute seule. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Bon, on parlait de backlash tout à l'heure et retour de bâton pour être plus français. Il y en a un envers l'Europe qui est parfois à tort, parfois à raison, perçu comme effectivement décidant de manière déconnectée du peuple. Ce qui d'ailleurs nous fragilise face à la Russie aussi, c'est-à-dire des gens qui ont une telle frustration à l'égard de l'Union européenne, qui vont être pas forcément du côté ukrainien et européen, voire carrément du côté russe. Voilà, ça génère aussi cette fragilité-là, cette perception justifiée ou pas d'ailleurs, que les élites déconnectées décident toutes seules, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que légalement, elles ont effectivement, en beaucoup de domaines, le pouvoir de décider toutes seules. Donc les gens sont légitimes à se rendre compte que sur tout un tas de domaines, ce n'est pas eux qui décident. On n'a pas été consulté sur la politique sanitaire. À aucun moment. Moi, j'aurais aimé. Il fallait prendre des décisions vite. Bon, peut-être si on demande son avis à tout le monde. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple, mais à la limite, ils pouvaient prendre des décisions vite sur le premier confinement. Mais entre le premier et le deuxième, il y avait peut-être le temps de. Alors après, c'était un moment effectivement puis c'est pas forcément le meilleur. La dictature des experts. C'est pas forcément le meilleur exemple. Mais sur le marché européen de l'électricité, on n'a jamais été consulté sur notre appartenance au marché européen de l'électricité. C'est quand même une question importante. Je veux dire, et les Français ont leur mot à dire. Tout le monde paye sa facture d'électricité. Je suis sûr que si on avait eu un débat, les gens se seraient intéressés à cette question et auraient compris les enjeux, en fait, parce que c'est pas une question impossible à saisir. On ne parle pas de physique quantique. Après, on a une limite aussi du temps médiatique disponible et du temps de cerveau disponible pour traiter la grande... Alors, j'ai pas de bonne réponse à ça. C'est qu'est-ce qui doit être laissé aux experts et qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un débat. Voilà, il y a des sujets comme l'immigration, par exemple, qui prennent beaucoup de place. C'est important, mais est-ce que ça ne prend pas quand même un peu plus qu'il n'en faudrait? Des sujets culturels, sociétaux, qui sont importants aussi. L'énergie dans tout ça, d'ailleurs, je le déplore, mais ça prend finalement pas tant de place que ça. Le climat non plus. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça finit un peu décidé en petit comité, entre experts. Alors, moi, je verrais le truc totalement dans le sens inverse. Et je pense que l'immigration déchaîne les foules pour d'autres raisons. C'est pas parce que on a la main dessus, tu vois, parce que d'ailleurs on l'a pas. C'est pas parce qu'il y a une souveraineté populaire sur l'immigration et pas sur l'énergie que les gens s'emparent du sujet. Puis c'est monté en épingle et c'est un divertissement à mes yeux des vrais enjeux. Mais du coup, tout ce que j'ai dit sur la souveraineté populaire et pourquoi j'évoque la limite des réseaux sociaux, et je le regrette profondément parce que ce qu'on fait ici, ça a vocation à nourrir le débat démocratique. Mais
c'est largement insuffisant par rapport à la taille de la population française. Et je pense que le fait que les réseaux sociaux appartiennent à des entreprises américaines fait qu'elles n'ont pas commercial, qui n'ont que peu d'intérêt pour la démocratie ou même pour le sort des catégories populaires. Elles sont les dirigeants de ces réseaux sociaux sont profondément élitistes. Et leur but, c'est de maximiser les revenus par les pubs. C'est ça. Je sais pas si t'as entendu ça, mais l'ancien Chief Revenue Officer de Google a quand même eu la brillante idée d'appauvrir et de réduire la qualité du moteur de recherche pour que les gens trouvent moins vite ce qu'ils recherchent et qu'ils voient passer plus de pubs, du coup. C'est vrai. Oui, oui. C'est marrant parce que je trouve que c'est dans l'intérêt général. Bon, c'est une entreprise. Je trouve que c'est devenu assez nul, Google Search. Tout le monde, je crois, a remarqué que... c'est vrai. Alors après, je pense à force quand même, les gens se disent, bon, Internet, l'expérience sur Internet est quand même pénible, quoi. Il y a de l'espace publicitaire, beaucoup, etc. Sur le site, il n'y a pas de pub. Non, mais alors sur YouTube, on en va passer quand même fréquemment quand on regarde des vidéos. Il y a beaucoup trop de pubs sur YouTube. Et plus qu'avant. Beaucoup trop. Les gens trouvent un certain refuge, je pense, dans l'IA aussi, où pour le moment, il n'y a pas de pub, mais à un moment, pour sur nourrir cette bulle... ça arrive bientôt. Ah, ça arrive sur les pubs, apparemment. Ah oui, flûte. Ouais. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, bon, si DeepSeek ou un chinois, d'ailleurs, c'est un enjeu, là, cette bulle IA qui s'est formée et sur laquelle repose la croissance américaine qui reste, si elle éclate, parce que les Chinois proposent un outil gratuit. C'est un énorme enjeu, mais c'est un enjeu de souveraineté. Et pour moi, c'est les réseaux sociaux, l'IA... pour que fonctionne une démocratie, en gros, il faut que politiquement, on ait la main sur ces outils. Alors, je dis pas de nationaliser nécessairement, mais il faut qu'on puisse auditer leurs algorithmes, voir comment les IA sont formés, parce que sinon, ça donne un pouvoir de biaiser complètement le débat démocratique à très peu d'individus. Et encore plus quand ils sont... Bon, alors, le fait qu'ils soient français, je sais pas si ça changerait quelque chose, mais voilà, donc le but final de ce qu'on fait ici, c'est de réunir suffisamment de monde pour se créer notre plateforme à nous. Donc, et c'est pour ça que c'est un projet de long terme. On est dans l'honnêteté intellectuelle et pour se donner les moyens de créer un espace sur Internet qui serve la démocratie, l'idéal démocratique. Et pas la démocratie pour la démocratie, mais vraiment, je pense que la démocratie est le meilleur moyen d'arriver au meilleur compromis. Et même sur des questions techniques. Voilà, je pense que plus on donne la main à des gens tout seuls, tu vois, des petits groupes élitistes, moins ça se passera bien. Non, mais tout à fait. C'est vraiment à nouveau la ligne éditoriale de cette chaîne, c'est ce qui m'avait plu, et puis aussi l'énergie que tu mets et la philosophie que tu mets. Je pense qu'effectivement, on peut étendre encore les sujets abordés vers les questions environnementales, limites planétaires, et puis d'autres que j'aborderai aussi, la question par exemple des risques de pénurie de médicaments, ce qui va poser des vraies questions de souveraineté, de résilience aussi. Donc on a, pour ne pas spoiler, Clémence Marc qui a écrit un livre sur le sujet qui interviendra sur cette question qui mérite pleinement notre attention. Internet est un peu saturé d'informations qui ne sont pas toujours utiles. Alors, je parle pas en connaissance de cause, mais parce que je suis pas sur TikTok, mais les échos que j'ai de l'extérieur me font dire, bon, c'est quand même de l'attention très courte, où on scrolle et c'est un shoot de dopamine facile, ce qui d'ailleurs, alors si on a avec certains croissancistes qui voudraient une croissance plus noble, là j'ai un point de convergence, c'est que cette marchandisation à ce point et cette quête d'attention et ce découpage, cet éparpillement de l'attention, oui, non, ça ne nous mène pas dans la bonne direction. Donc toute chaîne comme la tienne, et c'est pas la seule, il y en a d'autres, faut pas non plus porter sur les seules épaules la responsabilité du débat démocratique. Heureusement qu'il y en a beaucoup d'autres. On se pose, on écoute des intervenants plutôt sérieux, avec leur biais et honnêtes. Je pense qu'on peut rien, enfin, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. J'ai quand même, alors voilà, ça va être la grosse interrogation, est-ce que la démocratie va survivre aux difficultés qui s'annoncent face à nous? Il y a des signaux que je vois encourageants. Alors, la démocratie dans le monde est
dans les grandes lignes quand même en recul, c'est-à-dire l'Inde est moins démocratique qu'il y a 10 ans, les États-Unis le sont moins, la France les moins, l'Europe les moins. Bon, alors après pour parler un peu d'actualité, où il y a une vraie aspiration démocratique en Iran, où voilà dans les semaines qui viennent, peut-être les mois qui viennent, le régime théocratique et un peu militaire pourrait tomber. Il y a une vraie aspiration démocratique des gens, donc faudrait quand même au Moyen-Orient, s'il y a un peuple comme ça qui est en train de prendre ce chemin quelque part, nous ce serait dommage qu'on prenne le chemin inverse. Voilà, une vraie volonté d'émancipation là-bas, des cercles de débat qui voilà, parce qu'ils savent à quel point c'est précieux aussi, quoi. Nous on est peut-être un peu limite gâtés aussi, donc on s'en rend pas compte de ce qu'on perdrait. Voilà, l'attachement à la démocratie peut-être qu'il faiblit aussi un petit peu chez nous. Alors il y a pas de manif dans la rue pour basculer en dictature non plus. Je pense que Marcel Gauchet chez toi qui est venu nous rappeler. Non, alors attendez, les gens ont quand même, faut quand même raison garder. Cela étant, pour moi c'est un motif d'espoir si l'Iran bascule, qu'il y a des élections libres et les gens ont le niveau d'instruction et quand même l'ouverture, je pense, nécessaire pour accepter les résultats d'une telle élection. Ceux qui auront perdu se diront attendez, notre chance ce sera la prochaine fois, essayons d'aider le gouvernement, on sort d'une dictature, essayons quand même de faire au mieux, sachant que les chantiers, notamment en termes d'accès à l'eau, sont énormissimes, réparer tout ce que aussi le régime aura détruit. La tâche sera pas facile, mais ça, je pense, ça peut aussi donner au reste du monde un bel exemple, d'un peuple qui aura reconquis la démocratie. C'est un de mes souhaits pour 2026, et ce serait une belle nouvelle sur le plan personnel pour moi, évidemment, vu mes origines, mais aussi, je pense, pour le message donné au monde dans un contexte où on peut avoir peur pour la démocratie. Ça, ce serait quand même une bonne nouvelle. C'est pas mal de finir là-dessus. Merci beaucoup, Cyrus. Merci Théodore. Oui.